Avec Leslie Varenne, qui est journaliste d'investigation, auteur de Abobo, la guerre, Côte d'Ivoire, terrain de jeu de la France et de l'ONU, avec Antoine Glaser, qui est journaliste, écrivain, auteur de Sarko en Afrique, et c'est aux éditions Plomb. Pour reprendre la deuxième partie de ce débat, cette image très forte, vous allez le voir, c'est celle de Charles Konan-Banny. Charles Konan-Banny préside aujourd'hui la commission Vérité et Réconciliation. C'était le 17 mars dernier à Treichville. Il a demandé pardon. On l'écoute. Il est bon d'être ensemble. Il n'y a pas de pardon qui soit acceptable, qui ne s'exprime avec sincérité et avec humilité. Avec humilité. Pour ma part, je me mettrai à genoux. À genoux. Bernard Oudin, c'est un geste fort, ce geste de Charles Konan-Banny? Si on ne veut pas que ce geste reste un geste comme ça pour la télévision, il faut que ça soit suivi des faits. Si on veut une réconciliation en Côte d'Ivoire, il y a un exemple historique en Afrique, c'est la réconciliation en Afrique du Sud. La situation sud-africaine était bien pire que la situation ivoirienne et mettait en cause des gens, par exemple les Blancs et les Noirs. Qu'a fait cette commission? Elle a fait venir les uns et les autres, les gens se sont repentis, les gens se sont mis à genoux. Les gens ont avoué leurs crimes et aujourd'hui, l'Afrique du Sud fonctionne. Personne n'est allé en prison. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudra aujourd'hui libérer Laurent Gbagbo. Le geste fort aujourd'hui, ce serait de libérer Laurent Gbagbo. Qui, soit dit en passant, en dehors des plateaux, est un homme charmant. Mais dès qu'il arrive sur un plateau, il devient extrêmement violent. Je ne sais pas pourquoi, je vais poser la question à la sortie. Je dis qu'il faut, si on veut faire une réconciliation dans ce pays, il faut prendre l'exemple sur l'Afrique du Sud. Et c'est quoi? Donc concrètement, vous demandez quoi? La libération, ça serait la libération? C'est-à-dire que Laurent Gbagbo aille avouer ses crimes contre la libération de Laurent Gbagbo? On accepterait de notre côté que ni Ouattara ni Soro n'aillent à la CPI. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'axe d'aller à la CPI. Avec ce qui s'est passé à Douékoué, M. Ouattara a signé le 17 mars à l'Hôtel du Golfe un décret, une ordonnance présidentielle de son côté pour dire les FRCI sont sous mon contrôle. Et 8 jours après, il y avait le massacre de Douékoué. Mais est-ce que ça veut dire, si on était dans le cas de figure d'une commission Vérité et Réconciliation comme en Afrique du Sud, que Laurent Gbagbo avouerait ses crimes? Parce que Laurent Gbagbo a commis aussi des crimes. Moi, j'étais au palais les 5 dernières années. On va avoir beaucoup de difficultés pour les crimes de Laurent Gbagbo. Il y a eu les derniers jours de la guerre, j'ai lu avec intérêt le livre de Madame. Il y a eu, dans les derniers jours de la guerre, en plus dans une ville comme Abidjan, qui est une ville de plus de 5 millions d'habitants, avec beaucoup de réfugiés, il y a eu des combats, le commando invisible, les troupes du président, des milices de tous côtés. Il y a eu aussi des viols, des meurtres de femmes commis par les forces de Laurent Gbagbo. C'est ce que dit Human Rights Watch. Dans toute guerre, des personnes qui ont été brûlées vives. Il y a des débordements, mais j'ai lu aussi avec intérêt que dans le livre de Mme Varenne, elle pose une question très grave sur la marche des femmes d'Abobo. Nous avons demandé nous-mêmes à M. Ban Ki-moon par un courrier officiel du porte-parole du président, où nous avons demandé une enquête internationale. On ne nous a même pas répondu. Or, le livre de Mme Varenne lève un certain nombre de questions auxquelles il faudra répondre. Et si on veut faire une véritable réconciliation, il faut que les gens s'asseyent et discutent. Ce que disait toujours le président Gbagbo. Antoine Glaser, est-ce que ça va être difficile d'accumuler des preuves contre Laurent Gbagbo? Je ne vais pas rentrer dans les détails avec les preuves, etc. Ce qui est quand même très important, je pense qu'il ne faut pas plaquer la commission Réconciliation Justice de l'Afrique du Sud. Je pense que c'est une erreur. C'était une période historique donnée. C'était avec un homme d'une envergure exceptionnelle qui est Nelson Mandela. Et je veux dire, il faut pas. Et on voit bien, à mon avis, ça ne fonctionne pas parce qu'on a trop l'exemple de gens qui viennent raconter les actions, demander pardon, etc. Le problème de la Côte d'Ivoire, il y a un problème social, économique et politique. Ce problème politique, c'est le vrai problème actuellement, c'est que l'opposition ne participe pas à la vie politique du pays. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, un certain nombre de gens de l'opposition ont peur de rentrer et certains, il faut le dire, avouer à juste titre, parce que ils craignent les revanchards, ils craignent la DST ivoirienne qui est devenue hyper puissante. Et puis, vous savez, quand un pays se reconstruit, il y a tendance à verrouiller. Et c'est vrai que si c'est verrouillé sur le plan social et économique, et je pense notamment toutes les régies financières sont bien sûr tenues directement
par les gens proches de Alassane Ouattara, ce qui se comprend aussi dans ce type de pays. Au niveau du business, par contre, c'est vrai qu'il y a des anciens de Gbagbo qui continuent à faire leur business, on les emmerde pas. Mais globalement, le risque de ce pays, c'est que ça devienne un régime autoritaire. Ça devienne un régime autoritaire. Il y a ce risque aujourd'hui. Bien sûr, à mon avis, c'est ce risque. S'il y a ça, je veux dire, au niveau réconciliation, encore une fois, l'impression générale, c'est qu'au niveau des superstructures des sommets, c'est un petit pays, tout le monde se connaît. Puis il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a été à un moment donné l'allié d'Alassane Ouattara à l'époque d'Henri Konan Bédié. C'était 3 hommes dans un bateau dans ce pays à un moment donné. Ils se connaissaient tous. Il n'y a pas 2 camps dans ce pays. Mais il y a des risques. Il y a eu des morts. Il y a des risques justement à ce que, comme ça, les gens restent dans leur tranchée alors qu'ils se connaissent, alors qu'il y a des mariages entre le Nord et le Sud. Et le risque, si c'est un régime autoritaire, c'est que chacun se bunkérise dans sa région, etc. Et comme ça se voit, comme on voit dans d'autres pays. Adamo Diomande, je vois comme Adama Diomande. Je voudrais que vous me répondiez sur Simone Gbagbo, parce que là on parle donc de Laurent Gbagbo qui est à la CPI, qui comparaîtra donc à nouveau le 18 juin. Je voudrais savoir ce qu'il en est de Simone Gbagbo. Est-ce que Simone Gbagbo va être transférée également à la CPI? Parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire dit non, on ne peut pas juger Laurent Gbagbo, donc on l'a envoyé à la CPI. Mais si vous ne pouvez pas juger Laurent Gbagbo, est-ce que vous pourrez juger Simone Gbagbo? Ça voudrait dire que la justice est en train de se mettre en place et on est en train de construire une justice sereine. Ce que vous voulez me dire, c'est que Simone Gbagbo sera jugée en Côte d'Ivoire? Si le gouvernement ivoirien, à ma connaissance, souhaite que Simone Gbagbo soit jugée en Côte d'Ivoire, et le président Ouattara a dit dans un interview récemment, je protège tous les Ivoiriens, même ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Donc, si Simone Gbagbo peut être jugée en Côte d'Ivoire, elle sera jugée en Côte d'Ivoire, mais elle a des crimes qui dépassent le niveau de la Côte d'Ivoire. Quand on fait assassiner, quand on commandite l'assassinat des journalistes, je pense que ce problème, c'est la justice internationale et la justice ivoirienne qui vont voir où Mme Simone sera jugée. Mais je vais répondre à M. Oudin sur... Mais je réponds d'avance aussi, parce que je voudrais aussi parler... Antoine Glaser je veux dire un mot. C'est vrai qu'on a l'impression que le pouvoir ivoirien, à un moment donné, a hésité. On voit bien que dans l'urgence, avant les élections législatives, il y a eu une volonté immédiatement pour pas avoir de problème d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI et la Cour pénale internationale. Mais on peut pas en même temps dire qu'on reconstruit un État avec une justice fiable et envoyer les gens à la CPI. On voit bien les problèmes avec les Libyens aussi ont les mêmes problèmes. Donc je veux dire, on voit bien on a l'impression qu'il y avait une première orientation qui était la CPI, et on voit bien que maintenant il y a une deuxième orientation, et il ne faut pas oublier non plus que la CPI s'intéresse à ce qui s'est passé à Douékoué avec un certain nombre de pro-Ouattara, c'est passé dans le camp des pro-Ouattara, et on voit qu'il y a une hésitation du côté du pouvoir actuellement. Et là, on a l'impression que maintenant il y a une nouvelle option. Avant, c'était les avocats Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît qui s'occupaient de tout négocier avec la CPI pour envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, et on voit que là maintenant, l'impression c'est qu'on ne veut pas que la CPI vienne foutre son nez en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu effectivement d'autres exactions, en particulier des pro-Ouattara. Donc j'ai l'impression générale, c'est quand même qu'on revient à une deuxième option de faire juger en Côte d'Ivoire et non pas à la CPI. Est-ce qu'ils ont fait Leslie Varenne, ensuite à Adama Diomande. Une seconde, c'est que en envoyant Laurent Gbagbo à la CPI, le gouvernement Ouattara s'est mis dans la seringue. Et il a mis la CPI dans la seringue. C'est-à-dire, si on veut que la CPI soit pas ridiculisée, il faut qu'on envoie des gens du camp Ouattara à la CPI. Sinon, la CPI se discrédite. Donc, en envoyant Laurent Gbagbo, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un de leur camp. Donc, si maintenant ils envoient Simone, ils y ont pensé, ils ont envie, mais s'ils envoient Simone et qu'ils envoient personne du camp Ouattara, la CPI est complètement décrédibilisée. Donc, c'est pas possible. Ils sont dans la seringue, ils savent plus comment faire avec ça. Madame Varenne, c'est le président Alassane Ouattara qui a permis aux enquêteurs de la CPI de venir enquêter. Laurent Gbagbo n'a jamais accepté. Donc, on ne peut pas dire que Ouattara craint d'envoyer ou bien que la CPI vienne enquêter en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a signé le décret pour que la CPI, la Cour pénale internationale, mène des enquêtes en Côte d'Ivoire. Mais en ce qui concerne le problème de justice internationale,
le président Ouattara a donné l'assurance à tout le monde. Même dans son propre camp, si des gens ont commis des crimes, ils seront jugés. Mais quand on dit que on amène, on a mis Gbagbo, on a convoyé Gbagbo au TPI, mais le Sénégal, ce qui vient de se passer au Sénégal, il y a eu la passation de pouvoir a été tellement limpide qu'il n'y a pas eu de crime. C'est lui qui a dit on gagne ou on gagne. 1000 morts ici, 1000 morts, mais il assume ses crimes. Hein? Vous voulez mettre dans la même balance pour des gens qui se sont battus pour faire valoir la démocratie à des gens mais qui ont commandité, il y a eu des exactions contre les civils, et ça c'est peut-être pas non plus la défense ça c'est pas au nom de la défense de la démocratie. Bernard Oudin, je voudrais qu'on avance et qu'il ne reste plus que quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on revienne sur les conditions d'arrestation de Laurent Gbagbo. En décembre dernier, lors de sa comparution à la CPI, il a dénoncé les conditions de son arrestation. Il dit qu'il a été arrêté sous les bombes françaises. Est-ce que ça va être sa ligne de défense à Laurent Gbagbo? C'est la ligne de défense de Laurent Gbagbo parce que c'est la réalité. Le président Gbagbo a été arrêté dans ces conditions-là. Il n'aurait jamais été arrêté par les FRCI qui étaient en déroute à Abidjan. Et si le président Sarkozy en France n'avait pas décidé dans un conseil spécial le 2 avril d'entrer en guerre, le président Gbagbo serait toujours au palais à Abidjan. Les FRCI étaient détruites le 2 avril. Et sans l'armée française, il n'y arrivait pas. Et c'est ce que vous dites, Leslie Varenne, dans votre... Les FRCI, pendant la bataille d'Abidjan, n'ont gagné aucune bataille et n'ont repris aucun site stratégique. Donc, vous reconstruisez l'histoire à votre manière. Vous savez... Monsieur Diomandé, si vous pouvez me laisser finir. Je ne vais pas vous laisser. Leslie Varenne, ensuite à vous, Adama Diomandé. Mais d'abord, Leslie Varenne. Vous voulez bien vendre votre livre, mais c'est bourré de contre-vérités, Madame Varenne. Ce que je vais vous dire, c'est l'ONU qui a pris une résolution. Vous êtes en train de salir la France. La France est un pays puissant dans ce monde. La France, ne pas de dire que je salis la France. Vous êtes en train de salir la France. Je ne vous permets pas de dire que je salis la France. Mais vous êtes en train de le faire. Non. Quand la France, sous l'ordre de son président, a pris des dispositions comme celles qui ont été prises entre le 2 et le 11 avril en Côte d'Ivoire. Je suis aussi français comme vous, comme vous êtes ivoirien. Est-ce qu'on peut redonner en train de salir la France. Je ne salis pas la France. La France a obéi. Non, la France est un grand pays. On lui fait faire des fois des choses qui sont pas bonnes pour elle. Non, vous dites des contre-vérités. On n'entend plus rien, nos téléspectateurs. On n'entend plus rien. Bernard Oudin, Adama Diomandé, on arrête, on ne s'entend plus. Leslie Varenne, merci. Leslie Varenne. J'étais à Abidjan pendant la guerre. J'ai suivi tous les événements pendant la guerre. Le 11 avril, les FRCI n'avaient repris aucun site stratégique. Ni la RTI, ni le camp Aban, ni le camp d'Akwedo, rien. D'accord ? Donc, c'est effectivement les forces françaises qui sont venues arrêter Laurent Gbagbo dans sa résidence. Les FRCI n'ont jamais pu entrer dans le périmètre de la résidence. Et donc, c'est les forces françaises qui sont venues. Les FRCI étaient même en retard. Et donc, les forces françaises ont gardé Laurent Gbagbo et les siens à l'intérieur de la résidence. Ils ont attendu que les FRCI arrivent. Et une fois que les FRCI étaient là, les résidents du bunker, de ce qu'on a appelé le bunker, sont sortis sous une haie d'honneur. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Votre roman de contre-vérité, Madame Varenne. Antoine Glaser, moi ce que je voudrais savoir, parce qu'on arrive bientôt... Non, j'étais pas à Abidjan à cette époque. Antoine Glaser, mais la vérité vraie, je veux dire, c'est une notoriété. Enfin, c'est dit officiellement par le Jean-Marc Simon, l'ambassadeur de France, qui était là. Il dit pas par contre lui que les FRCI n'ont rien fait. Il dit simplement que c'est vrai qu'il n'arrivait pas à un moment donné à rentrer dans le bunker et que c'est les forces licornes qu'il a envoyé. Il a même expliqué. Il a envoyé un certain nombre. Il a envoyé un certain nombre de soldats la bataille d'Abidjan a été difficile. Oui, voilà, c'est tout. Mais la bataille d'Abidjan a été difficile. C'est reconnu que les Français ont agi à la dernière. Non mais on peut dire ça. On peut dire que l'ambassadeur de France dit
que ce sont les forces licornes qui sont intervenues à la fin parce que les FRCI n'arrivaient pas à rentrer en bunker. Madame Varenne est en train de dire que l'armée française est partie prendre Laurent Gbagbo. Oui. Non, c'est pas ce que je dis, non, mais c'est pas ce que qu'elle dit écrit dans son livre. C'est le GIGN. C'est le GIGN qui a pris Laurent Gbagbo. Je le dis. Attendez, c'est des contre-vérités ça peut se vérifier partout. C'est pas eux qui ont été sortis. Donc, je vais dire par là. Les forces républicaines ont pris tous les points stratégiques de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus à Abidjan. C'est vrai qu'ils n'étaient pas habitués à Abidjan. Madame, je suis sûr que vous voulez vendre votre livre. Ça va peut-être être vendu. Les gens du FEI vont l'acheter. Ça a été commandité par eux, d'ailleurs. Donc, ça, je vous laisse pas dire des choses comme ça, Monsieur Diomandé. Là, on s'amuse plus, là. Non, moi, je m'amuse pas. Quand vous dites des contre-vérités comme ça. Non, là, la France a agi. Vous me dites dans un premier temps que je soutiens les criminels, dans un deuxième temps que c'est une commande du FPI, vous allez peut-être un peu loin, là, non? Madame Varenne. Quand on dit, quand on a signé, je suis journaliste d'investigation et j'ai jamais eu de problème. Oui, et j'en suis pas à mon premier livre, ni à ma première enquête. D'accord, mais on ne dit pas des contre-vérités comme ça. C'est vous qui dites. Non, c'est vous qui dites. Voilà, je voudrais qu'on avance un peu, si vous voulez bien. On va représenter d'ailleurs le livre de Leslie Varenne avant de se quitter. Antoine Glaser, je voudrais qu'on termine quand même comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, un an après, avec du recul sur cette intervention française en Côte d'Ivoire? On le rappelle, qui était quand même sous feu vert des Nations Unies, résolution 1975. Est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne chose aujourd'hui, un an après, finalement, si la France n'était pas intervenue, si l'ONU n'était pas intervenue, peut-être qu'aujourd'hui on serait en pleine guerre civile. Est-ce qu'on peut le dire quand même aujourd'hui? On parle aussi du bilan de Nicolas Sarkozy, il aurait un peu comme bilan. D'habitude, au-delà du bien et du mal, en tant que journaliste, donc voilà. Je ne dis pas c'est bien, je dis jamais c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement que je pense que la France ne voulait pas intervenir en Côte d'Ivoire. Les forces françaises licornes ne voulaient pas intervenir en Côte d'Ivoire. Simplement, c'est la faiblesse. C'est un succès, cette intervention. C'est la faiblesse. Non, puisque le président Nicolas Sarkozy ne voulait pas intervenir en Côte d'Ivoire. La France a fini par faire le job à la fin, à tirer sur le bunker, parce que les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire, comme les forces des Nations Unies quand on envoie en Afrique, n'ont pas les capacités. Ça fera, j'espère, l'objet un jour d'une émission. Les casques bleus, on envoie des Népalais, des Bangladesh, des gens qui n'ont pas les moyens, qui combattent en tongs et donc qui n'ont pas les moyens. Donc c'est la France, encore une fois, qui a fait le job, mais à mon avis à son corps défendant quelque part. Parce que vous avez vu qu'il ne voulait absolument pas intervenir pendant très longtemps, contrairement à la guerre en Libye où là, d'accord, il voulait y aller. Mais pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'y aller. Seulement, ça ne se faisait pas. Mais les FRCI n'y arrivaient pas. Ils y ont été parce que les FRCI n'y arrivaient pas. Si vous permettez, un dernier mot pour M. Diomandé, s'il connaît un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passait à Abidjan? Le président Gbagbo est un historien, et la bataille d'Abidjan, c'est la bataille de Kuznetsov contre Napoléon à Moscou. On a attiré les FRCI à Abidjan en sachant pertinemment qu'on casserait l'appareil de bataille des FRCI à Abidjan et qu'ensuite ça serait réglé. Si la France n'avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne suis pas du même avis que vous. Ça, je suis pas du même avis que vous. Merci à tous les quatre. On aurait pu continuer encore longuement ce débat sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, le chemin est encore long, si je vous ai entendu les uns les autres, Antoine Glaser. C'est un pays quand même qui se redresse aussi. C'est un pays qui se redresse aussi. Merci à tous les quatre. Je vous remontre l'ouvrage de Leslie Varenne, Abobo, la guerre. Je vais peut-être vous le donner, Adama Diomandé. Merci à tous les quatre. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.